Bonjour à tous. Merci aux auditeurs de Master Actera pour leur invitation. Merci à Paris-Tech également. Donc moi-même, je suis à la chaire UNESCO que j'ai créée à Montpellier Super en 2011. La chaire UNESCO, c'est un label de l'UNESCO pour disons, focaliser l'attention de la communauté internationale sur une problématique importante dans les perspectives justement de développement durable. Et à Montpellier, on a choisi le thème des alimentations. C'est important. Souvent, on oublie le S à alimentation. En fait, on se préoccupe de cette diversité qui a été évoquée, et avec un objectif qui est clair, c'est de contribuer à la création et au développement du système alimentaire durable. Alors j'ai un peu changé le titre qu'on m'avait proposé, parce que dans la communauté scientifique et la société civile, on se préoccupe aujourd'hui beaucoup de transition. Et je vais vous expliquer à travers l'histoire, effectivement, comment nous sommes dans une période charnière, certains disent de rupture d'ailleurs, en termes d'alimentation. Alors je commence par ça, parce que c'est ça justement, l'alimentation durable, pendant longtemps ça a été une utopie. Et puis il y a un frémissement vers le changement, vers une alimentation plus durable depuis une vingtaine d'années. Je rappellerai les étapes historiques. Donc l'utopie, c'est devenu pour beaucoup un objectif. Et je pense que d'ailleurs ce sont les consommateurs surtout qui impulsent un mouvement de changement dans l'alimentation. Et puis il y a également une pression des citoyens. Alors nous sommes en Europe, et en France en particulier, donc il ne faut pas oublier ça c'est la qualité organoleptique d'un aliment. Pendant très longtemps, la question essentielle en matière organoleptique, ça a été la vision, les couleurs. Notamment à l'INRA, on a beaucoup travaillé sur la question de la couleur et de la conservation des aliments. Mais aujourd'hui, c'est les 5 sens qui sont réclamés, si je puis dire, en particulier le goût. Donc j'en arrive à cette question des transitions. On a pu, en faisant une histoire très longue évidemment, parce que vous voyez ici c'est l'Homo sapiens, 300 000 ans, et avec quelles sont les périodes de rupture qui ont marqué des évolutions profondes dans le système alimentaire. Donc la première, c'est évidemment la maîtrise du feu et son utilisation à des fins alimentaires. Et le feu, c'est donc la transformation des aliments, mais c'est aussi l'apparition du repas pris en commun, de passer du repas solitaire au repas pris en commun. Et donc c'est un événement social extrêmement important, qui depuis d'ailleurs s'est beaucoup perdu dans les sociétés industrielles. La deuxième étape, ça a été la domestication des animaux et des plantes. Alors c'est toujours le cas de la Mésopotamie, il y a 10 000 ans, mais en fait les archéologues montrent qu'il y a eu plusieurs endroits dans le monde où on a fait cette transition agricole, notamment en Chine et puis en Amérique centrale. Ensuite, vous avez la division du travail. Ça, c'est avec l'apparition des grandes cités, Babylone, etc., ou de la cellule agricole qui faisait la préparation et la transformation des aliments. On est passé à l'apparition de métiers, de transformateurs et surtout de commerce. Dans les villes, il faut du commerce pour distribuer les aliments, etc. Ensuite, vous voyez l'accélération de l'histoire, c'est fantastique, puisque cette période-là précédente, c'est 5000 ans, 10 000 ans pour 12 000 même pour les néolithiques, et aujourd'hui on est dans la phase agro-industrielle, mais qui est extrêmement récente. C'est apparu à la fin du 19e siècle, notamment aux États-Unis, et puis ensuite ça s'est répandu dans le monde entier. Alors on ramène tout ça à une année, Donc, vous avez 18 jours pour l'agriculture, 4 jours et 4 heures pour l'agro-industrie terrestre. Et aujourd'hui, on est un certain nombre de chercheurs à penser qu'on est dans une nouvelle transition alimentaire avec les révolutions technologiques, mais aussi les modifications du comportement du consommateur suite à l'histoire du changement climatique. Toute la question de l'anthropocène, etc. Donc il y a une remise en cause du modèle industriel qui est un modèle très très largement dominant. Alors je vous propose là trois temps. Le premier, c'est de parler des systèmes contemporains. C'est une vision mondiale, mais je crois qu'il est nécessaire, même si
Ici, on est plutôt focalisé sur la question des systèmes territorialisés, et en particulier, là, ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est des systèmes correspondant au parc naturel régional. Mais je pense qu'il faut avoir cette vision mondiale, parce qu'on est quand même dans la globalisation. Ensuite, trois scénarios, en 2050, et puis un focus sur les SAT, qui intéressent de plus en plus de monde. Donc il faut partir, évidemment, d'une définition. Le gros problème qu'on a sur les systèmes alimentaires, c'est que tout le monde en parle, souvent à tort et à travers. Le rôle des chercheurs, c'est de préciser les concepts, et puis de faire en sorte qu'ils percolent aussi vers la société civile, vers les professionnels, les politiques, etc. C'est un peu compliqué, et les médias surtout. Donc la meilleure définition, à mon avis, c'est celle de Louis Manassi, le fondateur d'Agropolis à Montpellier, qui parle donc de la façon dont les hommes s'organisent. Ce mot d'organisation est fondamental. Dans l'espace, donc déjà on trouve la question du territoire, et dans le temps, ça c'est l'échelle annuelle avec la saisonnalité, etc. Pour obtenir, donc ça c'est la phase production, et consommer, donc c'est la phase d'accès à l'aliment par les circuits commerciaux, mais aussi l'acte de consommation. Quand on parle de filière et de système, on va le voir sur le schéma suivant, il y a évidemment le consommateur. Vous avez ici, ça c'est des travaux qui découlent d'ailleurs de ce Manassi, qui sont plus récents, avec une approche systémique, où vous voyez l'ensemble des acteurs. Donc l'agriculture reste le socle, et contrairement à ce que disent certains, elle va le rester encore très très longtemps, et probablement toujours, en termes de fourniture de matières premières pour l'alimentation. Cependant, l'agriculture, aujourd'hui, a un rôle de production d'aliments, certes, mais aussi de production de coproduits non alimentaires. Et on pense d'ailleurs de plus en plus, c'est en cours de réalisation, sur l'énergie. C'est très important. Ensuite, vous avez la transformation par les industries alimentaires. Bon, il faut savoir que dans les pays avancés, aujourd'hui, c'est 90% des aliments qui ont subi un processus de transformation industrielle ou de conditionnement. Donc parler d'alimentation en ne parlant que d'agriculture, c'est très incomplet. Et de la même façon, parler d'industrie alimentaire sans parler d'agriculture, c'est aussi quelque chose qui n'est pas, disons, opérationnel. Ensuite, vous avez les canaux de distribution, que j'ai évoqués, qui évoluent beaucoup aujourd'hui, avec ce qu'on pourrait dire la réapparition, la renaissance des circuits courts. Le consommateur, avec une préoccupation qui était sur la première diapo de recyclage des déchets, perte et gaspillage, etc. Alors il y a ensuite deux éléments très importants dans les systèmes alimentaires. C'est premièrement la question des territoires. On est, je pense, probablement vers la fin d'une période de globalisation effrénée en matière d'alimentation. Et il y a un retour sur le régional, le local, etc., qui va s'amplifier à mon avis. Et donc, quand on étudie un système alimentaire, il faut bien définir quel est l'espace géographique qui est concerné. Ça peut être l'espace mondial, ça peut être l'espace national, ou l'espace des territoires, des régions, et même des communautés de communes, des parcs naturels, etc. Donc ça, c'est une question très importante. Et la seconde, c'est celle des régulations. L'alimentation, étant donné l'impact sur la santé, même s'il est très sous-estimé aujourd'hui, au début du siècle, si vous voulez, il y a le mouvement hygiéniste qui a attiré l'attention sur les dégâts provoqués par la toxicité des aliments. Et donc là, une réglementation très stricte sur la qualité sanitaire des aliments est capable. Mais qualité sanitaire, non pas qualité nutritionnelle, c'est autre chose. Et donc l'État intervient à tous les niveaux. En France, comme vous le savez, c'est la réglementation européenne qui est, disons, la réglementation la plus poussée dans le monde. Certains la critiquent parce qu'ils la trouvent un peu bureaucratique, etc. Mais il faut dire qu'on a une qualité alimentaire ici, en Europe, qui est supérieure à celle qui existe aux États-Unis, notamment en matière de maladies infectieuses. Alors, je vais vous donner quelques chiffres. Là, ce sont les disponibilités alimentaires par tête. Donc, ça traduit la production et ce qui est mis à la disposition des consommateurs. Ensuite, les disponibilités totales sont divisées par le nombre d'habitants et on a donc les rations journalières par tête qui sont exprimées en kilocalories. Bon, ce n'est pas le meilleur indicateur parce que la calorie,
c'est uniquement la question de l'apport énergétique par l'alimentation. Il n'y a pas les questions de protéines, etc. Mais c'est déjà un très bon indicateur pour montrer que, contrairement à ce qu'on peut penser lorsqu'on lit des articles sur la faim dans le monde, etc., on est en progrès constant. Là, c'est les statistiques les plus anciennes de la FAO, c'est depuis 50 ans, un peu plus maintenant. Donc, vous voyez que tous les continents, eh bien, sont en progression. Et vous avez la moyenne mondiale, qui est en rouge au milieu, qui correspond d'ailleurs à peu près, même c'est un peu au-dessus en moyenne mondiale, hein, des recommandations des nutritionnistes, avec 2700 kcal par tête et par jour. Les nutritionnistes, bon évidemment il faut différencier ça selon l'activité, etc., mais sont plutôt partisans aujourd'hui de 2200 kcal en moyenne. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'inégalité. Vous voyez ici l'inégalité entre les continents. L'Afrique est à 2700, un peu moins, pardon, 2500, et les États-Unis sont à 3700, l'Amérique du Nord. Donc là, il y a un excédent calorique considérable qui provoque d'ailleurs ce que vous connaissez, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, etc. Donc disparité entre les continents, évidemment ça crée des tensions, y compris politiques, très très fortes, hein, mais aussi au sein de chaque pays. Dans un pays riche comme la France, il y a quand même, selon les estimations, hein, il y a quand même environ 5 millions de personnes, et un peu moins de 10% de la population, qui, du fait de facteurs multiples, sont en carence alimentaire. Soit carence calorique, soit carence qualitative, hein, nutriments, etc. Alors ensuite, j'arrive à la présentation très simplifiée, hein, parce qu'encore une fois, il n'y a pas un système alimentaire mondial, ça n'existe pas. Il y a des centaines de systèmes alimentaires dans le monde, hein, tels que je les ai définis un peu plus haut. Mais pour les besoins, disons, de l'exposé, on peut ramener ça à trois grands types de systèmes alimentaires. Alors aujourd'hui, celui qui est dominant, hein, qui représente, d'après mes calculs, un peu plus de la moitié de la population mondiale, c'est le modèle agro-industriel. Ensuite, vous avez encore, dans le modèle traditionnel, beaucoup de personnes, hein, vous avez 33% de la population mondiale, et puis ensuite, entre les deux, il y a des formes intermédiaires. Le gisement d'innovation, il n'est ni dans le premier agro-industriel, ni dans le second, par rapport aux critères du développement durable, il est dans le troisième. On va décrire rapidement les caractéristiques de ces systèmes. Hein. Bon, l'agro-industriel, c'est connu, hein, c'est intensification chimique, hein, spécialisation, par exemple blé sur blé dans le bassin parisien, hein. Concentration, au niveau d'ailleurs de tous les acteurs que j'ai indiqués, il y a concentration. Dans l'agriculture, dans l'industrie alimentaire, la concentration la plus forte, elle s'observe dans l'agrofourniture, hein, c'est-à-dire les géants de l'agrochimie qui sont en train de fusionner, là, et aussi dans la grande distribution. Il est mondialisé, comme j'ai expliqué, avec tout le travail de l'OMC. Là aussi, il y a beaucoup de critiques sur l'OMC, mais elle a permis de fluidifier le commerce international, et puis, bon, disons, d'avoir une enceinte où on peut discuter de commerce, mais c'est allé trop loin, et aujourd'hui, on parle beaucoup d'externalités négatives à propos de la mondialisation. Et enfin, la financiarisation. Bon, on est un certain nombre d'économistes à penser que le problème majeur, il réside dans la financiarisation. C'est-à-dire que ce sont des sociétés par action. Les actions sont possédées non plus par les fondateurs des entreprises, etc. Les majorités d'actions sont entre les mains de fonds d'investissement spéculatifs. Et ces fonds d'investissement ont des objectifs de court terme, de maximisation du profit. Et aujourd'hui, comme dans les prix, il n'y a que l'indicateur offre-demande, un indicateur purement économique, il n'y a pas d'indicateur environnementaux et sociaux, évidemment, ça provoque des dérives. Si dans le prix, on avait intégré des taxes, comme on essaye de le faire, pour, comment dirais-je, corriger les externalités négatives environnementales et sociales, eh bien, les stratégies changeraient. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, ce sont les fonds d'investissement qui ont on peut dire, la gouvernance du système mondial. Alors, ce système a permis de grandes avancées. Donc, comme je l'ai indiqué, les rendements agricoles, hein, considérables. Les prix
Donc ça c'est moins connu, mais je vous montrerai une courbe en termes réels, c'est-à-dire si on enlève l'inflation, les prix alimentaires ont beaucoup diminué, grâce à quoi? À la production de masse, hein, c'est-à-dire des unités de production de plus en plus grandes. Et la sûreté alimentaire, ça c'est du point de vue hygiénique, hein, ce que j'ai indiqué tout à l'heure, les maladies infectieuses ont considérablement diminué, je vous donnerai des chiffres aussi. Et la praticité des utilisations, ça c'est évidemment, par exemple les plats cuisinés, c'est emblématique, hein, c'est-à-dire qu'avec une civilisation qui, comment dirais-je, accorde de moins en moins de temps à la préparation et à la consommation alimentaire, évidemment, le plat cuisiné au micro-ondes, c'est quelque chose de formidable, de bien intégré dans cette société urbaine et industrielle. Alors, sur les rendements, hein, le premier facteur, vous voyez en rouge, c'est l'évolution des superficies cultivées. Donc, c'est plat, hein, ça a augmenté de moins de 20% en l'espace de plus de 50 ans. Par contre, les rendements, ils ont chuté. Donc, c'est bien retenir ça aussi, parce qu'il y a beaucoup de critiques un peu injustifiées ou dogmatiques, progrès scientifique et technique. L'agrochimie que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est l'intensification par les fertilisants de synthèse et par les produits de protection des cultures et des produits vétérinaires. Donc, le problème, si vous voulez, c'est qu'on ne sait pas s'arrêter. On est lancé dans une course folle et la machine est très difficile à arrêter. Aujourd'hui, le problème, c'est d'infléchir. Alors, les prix, voilà, hein, ça c'est les prix mondiaux des aliments, tout aliments confondus. Hein, vous voyez qu'il y a un déclin des prix, il y a une baisse de plus de 30% en l'espace de 50 ans, en prix réel, hein, évidemment. Alors les aliments les plus sûrs, pour un indicateur, là c'est le décès par les maladies infectieuses. Hein. En France, hein, en 1950, il y avait 15 000 morts du fait par exemple, le botulisme, etc. Aujourd'hui, c'est 160. Donc là, progrès remarquable de la médecine et du contrôle sanitaire. Bon, dans les pays en voie de développement, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais il y a des problèmes énormes. Le problème numéro 1, c'est la pauvreté. L'explication de la malnutrition dans le monde, d'ailleurs aussi bien la malnutrition par déficit que par excès, c'est la pauvreté. Et bon, là, ce sont ce qu'on appelle les trappes à pauvreté dans ces pays-là. C'est quelque chose de tout à fait dramatique et bon, la Chine s'en sort un petit peu, en Afrique on en est encore loin, on espère qu'il y aura des progrès. Alors j'en arrive au bilan. Alors le bilan, ça couvre l'ensemble des systèmes, c'est-à-dire l'industriel et le traditionnel. Et c'est ce que je viens d'expliquer. Il y a une malnutrition par déficit ou par excès qui concerne 4 milliards de personnes sur les 7,5 que nous sommes aujourd'hui sur la planète. C'est énorme. Donc quand on voit ces chiffres, si vous voulez, là on peut dire que c'est un fiasco. C'est quelque chose de... On n'a pas donné les priorités nécessaires, notamment les priorités politiques, à la bonne alimentation, et on est avec ça. Alors, le problème, c'est que c'est quelque chose de rampant, ça concerne surtout les plus pauvres, et ce sont des évolutions de très long terme. Donc, ça n'intéresse pas les politiques qui sont dans des systèmes électoraux, avec des mandats électoraux qui sont assez courts. Donc, il y a une espèce de décalage entre cette priorité à la bonne alimentation et puis le système de gouvernance. Bon, les maladies chroniques d'origine alimentaire, si vous voulez, ce sont des maladies qui sont causées par l'excès d'alimentation. Et voilà, l'OMS dit que c'est 50% de la mortalité qui a une cause directe ou indirecte alimentaire. C'est énorme. Bon, l'instabilité des prix, ça c'est ce qu'on appelle volatilité. Alors, la volatilité des prix, si vous voulez, c'est un drame pour le consommateur et le producteur, mais c'est selon. S'il y a une explosion des prix agricoles comme en 2008, c'est une bénédiction. Les céréaliers ont vu le prix du quintal de blé multiplié par 3. Hein. Soja, même chose. Pour le consommateur, c'est dramatique. Il y a eu des émeutes de la faim, notamment à cause du maïs et du riz, dans les pays pauvres. Et donc il faut absolument réguler les marchés pour assurer une certaine stabilité, sinon il n'y a pas de politique alimentaire possible. Bon, ensuite, c'est toutes les questions environnementales qui sont bien connues, je n'insiste pas. Et puis les dysfonctionnements informationnels, alors épisodiquement, là il y a une crise récente avec les œufs. Hein, donc là il y a des acteurs malhonnêtes qui fraudent dans les filières alimentaires.
alimentaire, et il y a une grande opacité. Avant même que les bonnes informations sortent, c'est très très lent. Et c'est dû aussi à un système de communication et de gouvernance qui est pollué par des interventions massives. Donc il y a des blocages sur la sortie des bonnes informations, etc. Alors j'en arrive maintenant à la prospective, en vous demandant de bien retenir que j'ai ramené, il y a eu beaucoup d'exercices de prospective. Hein. Le dernier en date, c'est Agrémonde, hein. Il y a eu Agrémonde 1 et Agrémonde Terra qui vont être publiés. C'est Horizon 2050, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Et dans tous ces exercices de prospective, vous trouvez de nombreux scénarios, et parfois trop d'ailleurs. Hein. Pour les spécialistes de la prospective, lorsque on dépasse 3 ou 4 scénarios, c'est quelque chose qui devient, comment dirais-je, illisible, qui n'est pas pédagogique, qui n'est pas facilement transmissible, etc. Mais pourquoi on fait beaucoup de scénarios? Souvent, notamment dans les instances internationales, vous avez des scénarios avec 10, 15, 20 scénarios, des prospectives avec 10, 15, 20 scénarios. Et tout ça, c'est parce que on veut donner, comment dirais-je, des signaux positifs à différents acteurs. Et comme les intérêts sont souvent contradictoires, il y a beaucoup de scénarios. Alors, en prospective, on commence toujours par regarder ce qu'on appelle les variables clés. Hein. Quelles sont les variables qui influencent l'avenir? Bon, il est évident que c'est la question démographique hein, que vous avez là, avec deux problèmes. Aujourd'hui, l'ONU dit que ce sera plus proche de 10 milliards d'habitants en 2050 que de 9. Hein. Il y a quelques années, c'était plutôt sur 9. Maintenant, c'est 10 milliards. Et donc deux phénomènes majeurs, l'urbanisation, avec l'accentuation de l'augmentation des très grandes villes, ce qu'on appelle les mégalopoles. Là, en simplifiant, j'ai dit plus d'1 million d'habitants. Vous allez avoir des afflux massifs. Ça pose des problèmes énormes, des concentrations urbaines. Mais il y a quand même une attraction formidable, notamment de la part des agriculteurs, hein, des zones rurales, ceux qui sont en zone rurale. Il y a une espèce de mirage dans la ville. Bon, ça conduit malheureusement souvent au bidonville. Hein. Et il y a beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il y a, enfin là vous êtes des spécialistes sur l'aménagement du territoire, si vous voulez, on réfléchit à la déconcentration hein, et aux villes intermédiaires notamment. Hein. Du point de vue de l'environnement, si vous voulez, il est plus facile de résoudre des problèmes lorsque la dimension des cités est moins importante. Hein. Alors j'ai fait un calcul quand même parce qu'il y a une espèce de mode aussi, hein, notamment portée par les médias, sur nourrir les villes, etc., et notamment nourrir les grandes villes. Certes, c'est très intéressant de regarder ce problème, mais en 2050, vous aurez encore les 2 tiers de l'humanité qui vont vivre dans des villes de moins de 1 million d'habitants, sur des villes de taille plus restreinte, hein, et puis dans les zones rurales. Hein. Là, le croisement mondial, ça a été vers 2005, hein, entre population urbaine et population rurale, mais vous voyez que c'est une quasi-stagnation, le déclin de la population rurale est très... En particulier en Afrique, qui est le grand réservoir démographique hein, du futur. Donc, n'oublions pas le rural et le rurbain aussi. Hein. Donc en dehors de ces mégalopoles, on appelle ça le rurbain. C'est quand même quelque chose de très important. La deuxième caractéristique, c'est le vieillissement, ça c'est bien connu, qui change les habitudes alimentaires. Alors les 7 autres variables, hein, je vais passer rapidement, c'est assez connu. Donc les maladies non transmissibles d'origine alimentaire, hein, dont j'ai parlé, obésité cardiovasculaire, le diabète de type 2. Là on commence à voir des articles, mais surtout dans la presse scientifique, hein, et dans la presse quotidienne, ça ne se voit pas encore. Mais il y a une véritable épidémie d'obésité dans le monde entier, pays riches comme pays pauvres, qui concerne plusieurs centaines de millions de personnes, avec une mortalité très, très forte, et évidemment un mal-être, hein, des dégâts sur le changement climatique, très connu, phénomène extrêmement inquiétant, parce qu'on est plutôt sur les hypothèses hautes de réchauffement climatique. L'épuisement des ressources fossiles, mais enfin, bon, l'histoire du pic des énergies fossiles, etc., ça recule hein, au fur et à mesure. Aujourd'hui, on préconise plutôt de laisser le gaz, le contrôle là où ils sont, de passer aux énergies renouvelables.
les ressources naturelles, bon, effondrement de la biodiversité, le problème en eau énorme, là où je suis à Montpellier, les prévisions prévoient un climat semi-aride à partir de 2050. La question des terres, et notamment les conflits d'usage pour les terres, infrastructures, etc. Bon, l'information, j'ai parlé de l'opacité de l'information entretenue par certains acteurs économiques, mais il y a aussi la question de l'appropriation de l'information. Vous avez vu dans les médias que Amazon vient de racheter une chaîne de supermarchés. Toutes ces grandes firmes, ce qu'on appelle le GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple, sont en train des firmes dont la capitalisation approche les 10 milliards de dollars. Bon, en fait, quand je parlais de financiarisation, les maîtres du monde, ils sont là. Ils ont une trésorerie telle qu'ils peuvent acheter ce qu'ils veulent. Et ils s'intéressent beaucoup à des secteurs qui, selon eux, sont porteurs. Je pense qu'ils ont raison. D'abord, la santé. Ils ont beaucoup investi dans la santé. Et puis maintenant, c'est l'alimentation. Donc, les secteurs de base. Pourquoi? Parce qu'ils se disent qu'il faut qu'ils se diversifient. Parce que gagner de l'argent avec Internet, etc., ça n'aura qu'un temps. C'est comme dans tous les secteurs économiques. Et donc, il faut préparer le relais. Et les gisements de profit, pour eux, c'est là-dedans. Bon, le gros problème, si vous voulez, c'est l'accaparement de l'information et la transformation de l'information privée en outil de marketing. Premièrement, très dangereux pour le consommateur. D'ailleurs, on le voit, on est en phase d'abrutissement par le spam sur Internet. Et deuxièmement, c'est moins connu, les agriculteurs commencent à s'en préoccuper, mais les outils de management, les outils de gestion, à l'extérieur, on travaille là-dessus, eh bien, ils sont propriétés de ces grands groupes. Ils ne sont pas propriétés des agriculteurs. Donc là, il y a une préoccupation majeure, c'est-à-dire que la performance des firmes agricoles, etc., va dépendre demain de l'accès à l'information. Évidemment, si c'est verrouillé par un oligopole, ce qui est le cas ici, ça va poser des problèmes, du coût, etc. Bon, la gouvernance, si vous voulez, j'ai évoqué tout à l'heure la gouvernance par la financiarisation, ça c'est ce qu'on appelle gouvernance actionnariale. Et bon, les spécialistes de management parlent d'un autre type de gouvernance, c'est la gouvernance partenariale. Dans une entreprise, certes, vous avez les financiers qui amènent des capitaux, mais vous avez aussi les partenaires technologiques, vous avez les partenaires commerciaux et vous avez les consommateurs, etc. Gouvernance partenariale, ça veut dire que dans le management des entreprises, et les salariés, évidemment, j'ai oublié, c'est le plus important, eh bien, il faut associer les différentes parties prenantes, stakeholders, de l'entreprise à la gouvernance. Ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. En Allemagne, il y a un système de cogestion avec les syndicats de salariés qui est intéressant. Mais il y a aussi la question de la gouvernance territoriale. Comment je gouverne d'abord les États, mais ensuite, comment j'organise la gouvernance au niveau des régions chez nous, des départements, des communes, etc. Et enfin, bon, la question des valeurs, je l'ai esquissé tout à l'heure, c'est une question fondamentale pour l'avenir. Aujourd'hui, la seule valeur qui prime, y compris pour l'alimentation, qui gouverne, c'est l'économie. Donc j'ai expliqué les marchés, etc. Mais les valeurs environnementales et les valeurs sociales ne sont pas incorporées dans le prix des aliments, et de n'importe quel bien d'ailleurs. Et là, ça crée des distorsions, évidemment, au niveau... Parce que le producteur alimentaire, on a des exemples d'ailleurs. Bon, prenons le bio. Le bio, ça coûte plus cher à produire que si je suis dans une intensification agricole. Si j'ai une grande usine de yaourt qui fait 1 million de pots par jour, comme c'est le cas de Danone à Grenoble, évidemment que chaque pot de yaourt va coûter beaucoup moins cher à produire que si je suis dans une PME ou si je suis à la ferme, production à la ferme, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des distorsions de concurrence. Mais si on réintroduit le respect de l'environnement et le social, c'est-à-dire la réglementation du travail, le bien-être au travail, etc., évidemment, ça va changer beaucoup de choses. Et c'est la fiscalité qui devrait, si on commence avec la taxe carbone, rectifier ça et donner de la compétitivité à des formes alternatives. Alors le premier scénario, c'est l'agro-industrie pour tous. Bon, j'ai évoqué ça, le paradigme transhumaniste, c'est pour ça que BFA investit dans la santé, c'est l'homme augmenté, c'est-à-dire que si vous avez un organe qui ne fait pas bien, on va le changer par la bionique.
La consommation, on va continuer, puisque ça rapporte de l'argent, avec la massification et l'artificialisation alimentaire. Pourquoi? Parce qu'évidemment, les grandes firmes agroalimentaires sont parfaitement conscientes que l'hyper-industrialisation de l'alimentation, ça conduit aux maladies nutritionnelles. Et en conséquence, la stratégie qu'ils ont adoptée, parce que c'est plus prometteur selon eux, pour les profils d'entreprise, etc., c'est ce qu'on appelle complémentation des aliments. C'est-à-dire, si ça fait mal, bon, on va enlever un peu de sucre, de sel et de gras, mais en même temps, on va rajouter de l'oméga 3, etc. C'est ça l'artificialisation de l'alimentation. Et l'alimentation fonctionnelle, c'est tout simplement, ça c'est assez futuriste, mais c'est en marche, c'est la carte du génome humain, et donc avec identification des faiblesses en termes alimentaires, etc. Et puis, l'alimentation segmentée pour prévenir certaines maladies d'origine alimentaire. C'est très scientifique, hein, c'est une vision très cartésienne, etc. Mais le social là-dedans n'existe pas. Bon, dans la technologie, filière longue, intensive, concentration et financiarisation, dans le scénario, ça continue. Il y aura des externalités sociales, avec notamment l'exode rural. Bon, malheureusement, le temps manque, mais on a fait beaucoup de prospectives 2050 sur l'évolution de la population agricole. Si vous prenez 2% ou 3% de population active dans l'agriculture, c'est ce qui se passe dans les pays riches aujourd'hui. Si vous extrapolez ça à l'ensemble des pays du monde, y compris les pays pauvres, vous avez un énorme problème d'emploi. Énorme. C'est-à-dire que vous avez entre 500 millions et 1 milliard de personnes à recaser quelque part, quittant l'agriculture. Et évidemment, le modèle industriel n'est pas capable de répondre à ça. Hein. Bon, et puis vous avez les tentations du greenwashing. Bon, certes, les grandes firmes sont des firmes avec beaucoup d'intelligence, de moyens financiers, etc. Ils ont compris que le consommateur, le citoyen est en train d'évoluer, donc on va dans ce sens. Alors moi, je ne suis pas, comment dirais-je, je ne suis pas très critique vis-à-vis de ça. Je pense que c'est une bonne chose parce que ça va dans une direction. Mais il faudrait que la réglementation oblige à aller un peu plus loin. Bon, je vais passer là-dessus parce que je suis très en retard. Alors, dans les innovations qui sont, ça d'ailleurs, ça vient de l'SCA, donc vous avez tout ce qui est GPS, etc., et puis la robotisation. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir, parce que l'agriculture de demain, si vous voulez, qu'elle soit dans un modèle agro-industriel, etc., ou dans un modèle territorialisé, comme je l'ai expliqué, eh bien, ça, on ne pourra pas faire l'impasse de ça, parce que c'est réclamé par les agriculteurs eux-mêmes, et à juste titre. Hein. Bon, ça, c'est des choses qu'on voit sortir de terre, hein, la tour maraîchère à Romainville, avec beaucoup d'investissements, etc. Alors, une maîtrise des maladies phytosanitaires, ça, c'est important, parce que c'est en atmosphère confinée, c'est totalement contrôlé. Hein. Mais sur l'aspect énergétique, très forte consommation énergétique, et surtout sociale, parce que là, vous détruisez les ceintures vertes. Hein, là, c'est en région parisienne, etc. Bon, je vais passer rapidement. Peut-être simplement dire un mot sur la fusion Bayer-Monsanto, hein, qui est en cours. Elle n'a pas encore été autorisée par les autorités de concurrence, hein, en Europe et aux États-Unis, mais c'est une méga firme qui a une position très très forte sur les semences et sur les produits de traitement des maladies. Donc c'est quelque chose d'inquiétant, évidemment. Tout monopole, par définition, amène des dérapages. Alors ça, c'est l'alimentation de demain. Très sympa, j'ai vu ça avec des étudiants à Montpellier qui présentaient ça. Donc ça, c'est le repas est préparé en 3 secondes et absorbé en 3 minutes, mais irréprochable au plan nutritionnel. Hein, parce que vous avez une composition qui est faite par des nutritionnistes, etc. Bon, avec évidemment beaucoup de... Voilà, j'en arrive au scénario alternatif. Hein. Donc pourquoi un scénario alternatif? Ça, c'est la méthode prospective. Les extrapolations, les prévisions sur le scénario dominant, là, conduisent à des impasses. Et en conséquence, il faut imaginer autre chose. Encore une fois, on est dans le domaine de la simulation, hein, de l'imagination. Ce n'est pas forcément ça qui va se passer, mais l'intérêt de la prospective, c'est de vous montrer ce que peut être le futur en 2050, plusieurs futurs possibles, et puis de choisir. Hein, quel est le futur que nous souhaitons en tant que citoyen, en tant qu'entrepreneur, etc. Alors là, il y a un changement de paradigme, hein, c'est-à-dire que les 3 valeurs que j'ai présentées tout à l'heure, économique, sociale et environnementale, sont intégrées
dans les prix des produits agricoles, hein, et dans les pratiques, évidemment, des entrepreneurs. Bon, là, il y a la question de la souveraineté alimentaire. Bon, c'est plutôt un terme qui concerne les pays du Sud, mais nous, on parle d'autonomie alimentaire. Là, on est en train de... Il y a des PAT qui sont en train de sortir au niveau départemental, surtout en France, et ils insistent sur cette question de reconquête des marchés intérieurs. Bon, là, c'est les territoires, ancrage territorial, et la triple proximité. Ça, c'est fondamental du point de vue de l'organisation des filières. La triple proximité, c'est d'abord la proximité au sein de la production de matières premières, ce qu'on appelle l'agroécologie. C'est entre production animale et végétale. Pourquoi? Parce que la spécialisation a conduit évidemment à ne faire qu'une espèce végétale, que du blé par exemple. Donc il faut rediversifier tout ça. Animal, végétal entre eux, par exemple céréales, légumineuses, végétal plus animal et plus forêt, hein, agroforesterie, etc. Agro, sylvo-pastoralisme, hein, ou agro-sylvo-élevage. Ça c'est... Donc l'INRA travaille là-dessus, on a déjà des résultats extrêmement intéressants. En termes de rendement, c'est proche des rendements de l'agriculture intensive. Ensuite, il y a la proximité entre la matière première agricole et puis la transformation agroalimentaire. Mais ça se fait non pas dans le cadre d'usines gigantesques, hein, mais plutôt dans le cadre de l'artisanat et des PME agroalimentaires. Et puis les circuits courts de commercialisation, etc. Bon, dans la crise agricole que traverse la France, ceux qui ont compris ça, les agriculteurs qui ont compris ça, ils gagnent de l'argent. Hein, c'est-à-dire rediversification du système de production, transformation à la ferme dans l'artisanat de proximité, circuit court. Alors que si vous êtes dans le modèle agro-industriel classique, vous perdez de l'argent, vous êtes au bord de la faillite, c'est dramatique, il y a des suicides, etc. Donc là, il y a comment dire, un retard à l'allumage du point de vue de l'orientation de l'agriculture par les politiques agricoles qui est consternant. Bon, ensuite, bon, c'est le réseau d'entreprises, c'est ce que je viens d'expliquer. Et dernière chose, c'est gouvernance partenariale au lieu d'une gouvernance purement actionnariale, hein, par les financiers. Alors ensuite, bon, voilà le socle, si vous voulez, qui permet de construire des systèmes alternatifs, c'est ça. Ça a été donné par la FAO en 2010, avec toutes les composantes de l'alimentation. La culture, dont je ne vais pas parler aujourd'hui, mais évidemment, il y a l'histoire, les traditions alimentaires, etc., qui sont très importantes, hein, et qui sont liées quelque part à la souveraineté alimentaire qui dit qu'on doit produire les aliments qu'on consomme, hein, sur nos territoires, mais aussi ces aliments doivent être en conformité avec l'histoire alimentaire de la région. Hein. Accessible économiquement, bon, ça c'est la question des prix, loyal, réaliste, sûr, ça c'est les maladies infectieuses, nutritionnellement adéquate, là il y a des progrès énormes à faire, et qui optimise l'usage des ressources naturelles et humaines. C'est une très belle définition qui commence à circuler, mais qui est encore peu appliquée. Alors les innovations biomimétiques, hein, c'est en rupture avec l'artificialisation, c'est par exemple, pour le biomimétisme, on en parle beaucoup aujourd'hui, dans les schémas productifs, l'agroécologie c'est la biomimétique, hein, mais aussi dans, comment dirais-je, la conception même de machines, etc., notamment les drones, etc. Alors, il y a quand même un hic, hein, c'est pas, évidemment, on n'est pas là pour faire une apologie d'un système ou d'un autre, mais pour regarder ça avec les yeux du chercheur, on a un problème de coût, comme j'ai indiqué, parce qu'il n'y a pas de système fiscal qui permette de rémunérer les aménités environnementales et sociales. Ça n'existe pas encore. La PAC a été réformée, mais de façon trop timide dans ce sens. Efficacité énergétique et environnementale considérable. Il faut bien être sûr que ces systèmes seront plus économes énergétiquement. Je pense énergétiquement, oui. Mais du point de vue de l'environnement, c'est à confirmer. Bon, il y a le problème d'échelle territoriale, dont on doit parler. Hein. Évidemment, est-ce que les systèmes territoriaux doivent se faire au niveau du pays, au niveau de la région, au niveau du département, au niveau de la communauté de communes, au niveau du parc naturel, etc. Et puis un écueil considérable, c'est la coordination des acteurs. Parce que là, on est sur des initiatives individuelles de petite portée et avec beaucoup de personnalité dans les créateurs de l'initiative. Et donc ensuite, pour coordonner tout ça, bon, je
passe rapidement, vous pourrez voir tout ça après. Et j'en arrive à la conclusion des scénarios, et après je vais dire quelques mots sur les territorialisés. Bon, évidemment, ensuite il y a le principe de réalisme qui prévaut. Ce ne sera pas tout agro-industriel ou tout alternatif, évidemment. Il y aura, parce qu'on est sur des trajectoires longues, il y a beaucoup d'inertie, et il y aura forcément... Et puis il y a aussi cette question des mégalopoles. On ne va pas faire disparaître les mégalopoles, même d'ici 2050 ou 2100. Donc il faudra faire des combinaisons, ce que j'appelle un scénario hybride, avec le modèle agro-industriel qui est seul capable de nourrir des très grandes... La mairie de Paris est en train de faire un PAT, un programme alimentaire territorial, pour le Grand Paris, pour Paris, pardon. Et évidemment, ils veulent privilégier la couronne parisienne pour la production alimentaire, mais c'est tout à fait illusoire. On ne va pas nourrir 1 million de personnes avec une proximité et un interland. Donc là, c'est des filières nationales et peut-être même internationales, sûrement même internationales. Mais il est évident que le concept de durabilité devra être introduit dans ces nouveaux modèles d'alimentation. Et ensuite, il y a le modèle alternatif qu'il faut encourager pour beaucoup de raisons. La question de santé que j'ai évoquée, mais aussi la question de l'emploi, qui est cruciale. Le premier modèle n'est pas créateur d'emploi. Le premier modèle est destructeur d'emploi par définition. Et c'est pour ça qu'il a une compétitivité économique. Donc avec le modèle alternatif, on est sur quelque chose qui est plus, plus complet, plus harmonieux du point de vue de la durabilité, mais ça ne peut pas émerger comme ça parce qu'il y a ce problème de compétitivité, de prix des aliments, etc. Mais c'est pour les 2 tiers de l'humanité, on peut imaginer ça, il y a d'ailleurs des expériences qui sont en cours, parce qu'on s'imagine que tout ça est récent, etc. En fait, on a ressorti le rapport du Club de Rome après 1973, premier choc pétrolier. Il y a des chercheurs qui ont repris toutes les courbes du couple Meadows, des universitaires américains. On est sur les trajectoires imaginées par Meadows, par ça, c'est le modèle économique, il y a plus de 40 ans, presque 50 ans. On est là-dessus, avec donc cette question de l'épuisement des ressources, du changement climatique, etc. Bon, ensuite, il y a eu le rapport Brundtland, qu'on connaît bien. Le sommet de la Terre, ça a été un grand tournant. Prendre conscience des ravages sur l'environnement. Le forum social aussi, ça c'est plus... Le concept de souveraineté alimentaire est né là, avec les gens de la coordination durable. Et enfin, plus récemment, il y a cette question de l'alimentation durable. Alors, je vais m'arrêter 1 minute là-dessus, parce que, encore une fois, il y a beaucoup de confusion dans les termes, etc. Et vous avez ici toutes les initiatives qui sont prises par la base, ça ne vient pas du sommet, pour améliorer, rendre plus durable l'alimentation. Vous avez le bio, c'est quelque chose maintenant qui prend une envergure. Les cantines scolaires avec le bio, les jardins partagés, production de fruits, de légumes notamment, les épiceries solidaires, la préoccupation sur perte et gaspillage avec le recyclage, l'éco-conception des usines, la traçabilité, les circuits courts, les ateliers de transformation, notamment les ateliers itinérants de transformation, l'écotourisme, etc. Ça, ce sont des initiatives qui se multiplient. On a fait un recensement avec l'association Résolis, là que j'ai... Il y a probablement plusieurs milliers. Nous, on a repéré 500 rien qu'en France, il y en a plusieurs milliers. Donc ça foisonne, c'est la base, etc. Mais ça reste, vous voyez, assez ponctuel, enfin assez sectoriel. Et ça ne fait pas un système alimentaire territorialisé. Et très souvent, les pactes, sauf exception, notamment pour les parcs régionaux, ou le pacte de Paris dont j'ai parlé, c'est pas multi-action. C'est pour ça qu'on introduit ce concept de système alimentaire territorialisé. C'est la mise en cohérence de toutes ces initiatives avec une vision stratégique, une coordination, etc. Sinon, ça risque fort de péricliter. Donc ça, ce sont les publications. Vous avez accès à Internet, vous aurez le PowerPoint, vous pouvez télécharger toutes ces publications. J'en arrive à la définition que j'ai donnée avec des collègues de ces SAT, Système Alimentaire Territorialisé. Vous voyez les antécédents, on a commencé à travailler là-dessus depuis le début des années 2000, avec les SIAL, Système Alimentaire Localisé. Donc ce sont des filières agroalimentaires.
qui répondent aux critères du développement durable, bon, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui, mais il y a un objectif, hein, qui sont dans un espace géographique de dimension régionale. Ça, on a eu beaucoup de discussions entre chercheurs, mais le rayon pertinent pour aller vers cette autonomie alimentaire, etc., dans un pays comme la France, ça ne peut pas être des communautés de communes, etc., qui restent d'ailleurs dans des initiatives ponctuelles, que j'ai indiquées. Est-ce que ça peut être le département? C'est pas sûr. Hein. La région, des grandes régions comme ici, la région Auvergne-Rhône-Alpes, hein, ou la région Occitanie, en bas, qui est une très grande région. Ça, nous, on a fait des calculs sur l'Occitanie, on n'est pas loin de l'autonomie alimentaire. Donc là, on peut parler de SAD. Sinon, il faut parler de l'initiative responsable et durable, d'alimentation responsable. Bon, là, vous avez les trois dimensions. Espace et filière, j'en ai parlé. Donc ça, c'est le territoire croisé avec les filières. Et bon, il y a aussi la question d'échange entre les filières. Hein. Il ne faut pas rester dans un schéma purement vertical. Il y a des échanges entre filières, hein, pour avoir la durabilité. Bon, la question de la durabilité, elle est définie par les critères du développement durable. Et un outil puissant pour les entreprises, c'est la responsabilité sociale ou sociétale des entreprises. Et enfin, vous avez la question de l'économie sociale et solidaire pour les questions d'organisation. Vous avez coopératif, etc. En France, on est bien... Alors, bon, encore une fois, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, pour que ça débouche et que ça prenne suffisamment d'ampleur et de poids, il faut qu'il y ait un appui politique. Et il y a un frémissement hein, au niveau international d'abord. Hein, il y a beaucoup de programmes alimentaires urbains. Beaucoup. Vous avez ici les villes, hein, notamment aux États-Unis, hein, Detroit, au Canada aussi. Il y a le PAM, c'est le programme alimentaire de Montréal, qui est quelque chose de très intéressant. Hein. Tout ça a été conforté par le pacte de Milan, signé pendant l'exposition universelle de 2015 à Milan, qui portait sur, d'ailleurs le thème c'était nourrir la planète ou quelque chose comme ça. Donc il y a un pacte qui a été signé par 100 maires, hein, et qui tous les ans ont fait des réunions des partenaires là, pour faire le point et avancer. Ensuite, le pays au monde, à mon avis, le plus avancé, parce que la loi est en face d'être votée, c'est un projet sur droit à l'alimentation et sécurité alimentaire, et qui est fondé sur le concept de système alimentaire territorialisé. Bon, à l'UE, il y a des possibilités dans des programmes leaders, avec le FEADER, etc. Mais ça reste tout ça assez ponctuel. Hein. Ce n'est pas l'approche globale que j'ai indiquée. Ce n'est pas dans les outils financiers de l'Union européenne. Alors en France, hein, ça c'est l'habitude française, c'est ce que certains appellent l'acharnement textuel. Hein. On pond des lois. C'est bien parce qu'il y a le nom d'un député, etc. Les décrets d'application tardent à apparaître, et puis on oublie la loi, il y a un nouveau président, etc. Et puis on essaye on refait une autre loi, et bon, tout ça, en termes de gouvernance et d'efficacité, n'est pas formidable. Bon, toujours est-il qu'il y a des belles initiatives. Hein. Il y a le PNA que vous connaissez, Programme national pour l'alimentation. Là, il est renouvelé, je ne sais pas ce qu'il va devenir, mais c'est intéressant. Et là, vous avez quelque chose qui est proche des SAT, c'est les programmes régionaux d'alimentation. Hein, qui sont contenus dans le PNA. Il y a quelques régions, en Languedoc-Roussillon, on a esquissé un PRA, mais ce n'est pas aller très très loin, faute de moyens. Hein. Mais il y avait une bonne idée. Ça a été repris par la loi d'avenir de 2014, avec non pas les PRA, mais les PAT, Programmes alimentaires territoriaux, hein, qui sont utilisés, comme je vais donner plusieurs exemples. Là. Et puis il y a une tentative des Verts au Parlement, hein, dans la dernière mandature, sur l'ancrage territorial de l'alimentation. Ça a été un échec parce qu'ensuite on a essayé de le mettre dans la loi citoyenneté, hein, et puis le Conseil constitutionnel a dit que ce n'est pas acceptable pour d'obscures raisons. Donc malheureusement c'est quelque chose qui n'est pas effectif et qui sera certainement repris, enfin, je pense, hein, après les États généraux de l'alimentation. Vous avez des tentatives comme les stratégies régionales. La plus aboutie, à mon avis, c'est le Nord-Pas-de-Calais, hein, en 2013, mais c'était porté par un élu régional, un vice-président qui n'a pas été réélu, donc échec. Hein. L'Association des régions de France a fait une déclaration
solennel en 2014 pour les systèmes alimentaires territorialisés. Et puis il y a les nombreux programmes d'alimentation durable, Lyon, Rennes, Montpellier, Paris, Marseille, etc. La grande question, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup d'injonctions, mais si vous regardez pour les PAT, si vous voulez, les dotations financières, c'est très très faible. Hein. On peut faire des études, mais pour l'implémenter, c'est pas suffisant. Alors j'en arrive à la conclusion, il me reste peu de temps. Quelles sont les conditions pour l'émergence des SAT si, comme de nombreux citoyens et surtout beaucoup de consommateurs, eh bien on sait qu'il faut changer, il faut faire la transition alimentaire. Bon, d'abord, il y a une question d'éducation, parce que, comme j'indique ici, la mémoire alimentaire s'est perdue avec l'hyper-industrialisation des aliments. Bon, on sait tous à travers nos enfants et petits-enfants que le carré de poisson surgelé, l'origine est très difficile. C'est pas du saumon, c'est pas comment c'est pas, etc. Donc là, ça signifie qu'il faut investir dans la recherche pour mieux connaître. En France, c'est Jacques Lang qui avait fait ça, des publications sur le patrimoine alimentaire régional. C'est très intéressant. Et donc là, on peut s'appuyer là-dessus, mais il faut développer l'éducation. L'éducation alimentaire a disparu du programme scolaire. Il faut réintroduire ça, et puis pas simplement à l'école primaire, où il y a une grande sensibilité des enfants d'ailleurs. Il faut le continuer au collège. Le collège, c'est une période très importante, et là, on ne fait pas grand-chose. Hein. Les cantines, il y a quelques initiatives de loi, mais insuffisant. Il faut continuer au lycée, il faut continuer dans les restos U, et puis il faut continuer dans les maisons de retraite, etc. Le problème de la qualité alimentaire se déroule depuis la naissance jusqu'au décès. Et donc il y a vraiment un effort d'éducation publique massif à faire. Et puis la communication. Aujourd'hui, vous savez qui fait l'éducation alimentaire dans les pays riches, et de plus en plus même dans les pays émergents, c'est la télévision. Enfin, c'est les annonceurs publicitaires des grandes firmes, avec un matraquage, moi je parle de harcèlement commercial, et alors on vous met en petit manger 5 fruits, 5 légumes sous les messages publicitaires, mais l'impact est très très faible. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut faire des grandes campagnes génériques sur qu'est-ce que c'est que l'alimentation, quels sont les critères nutritionnels, quels sont les critères culturels, etc. On n'en voit pas. Il y a des émissions gastronomiques nombreuses aussi, c'est très bien, mais c'est pas ça l'éducation alimentaire. Il faut reprendre ça là-bas. Et évidemment, il ne faut pas le faire de façon assommante, il faut le faire de façon à ce que les jeunes, à travers les différents écrans, soient captés par ça. Et puis que ça ait autant d'impact que le matraquage publicitaire. Alors ça, ce sont les consommateurs. Ensuite, les producteurs, je ne sais pas pourquoi ça sort. Ah voilà. Bon, j'ai parlé déjà de mutualisation de ressources, hein, c'est-à-dire que comment rendre compétitifs des PME et des TPE et de l'artisanat, etc., qui n'ont pas la taille critique suffisante. Eh bien, c'est par la mutualisation. Par exemple, on a l'Association régionale des industries alimentaires, en Languedoc-Roussillon, qui avait recruté un ingénieur qualité pour améliorer la qualité de la production. Eh bien, cet ingénieur était partagé entre plusieurs entreprises. De la même façon, un directeur, un comptable, un directeur contrôleur de gestion, etc., il peut parfaitement être partagé. Ça coûte cher, et ça peut être partagé entre plusieurs petites structures. Et donc ça, c'est la mutualisation. Et puis les achats regroupés, évidemment, hein, pour les emballages. On peut réduire considérablement les coûts, mais aussi bien dans les sciences de management que dans les sciences technologiques, etc. À l'INRA, par exemple, on s'intéresse peu à la recherche de compétitivité pour les petites structures. Il y a un thème qui émerge qu'on appelle downsizing, hein, c'est-à-dire on va réduire la dimension de ces cathédrales industrielles, etc., pour justement les rendre plus durables, mais en même temps, il faut de la compétitivité, sinon ça ne peut pas exister. Hein. Bon, la triple innovation, c'est environnementale, économique et sociale. Hein. Il faut être compétitif, hein, c'est ça. Et ça, ça permettra de dépasser le modèle gagnant aujourd'hui, c'est le modèle qui fait le moins cher possible. Donc avec des usines alimentaires, c'est ça. Ensuite, on a un problème institutionnel majeur, je l'ai évoqué avec la PAC hein, tout à l'heure. On a vécu la réforme de la PAC 2013, maintenant on réfléchit à la réforme de la PAC 2020.
Déjà en 2013, on avait tiré le signal d'alarme. Le lien avec la bonne alimentation est quasiment invisible. Dans le préambule, il y a quelques mots, mais c'est rien. Il faut mettre ça devant, sur la scène. Il faut mettre l'objectif de l'alimentation durable. Je ne sais pas si en 2020 on réussira, mais il faut l'espérer. Et c'est un peu la même chose, si vous voulez. Nous, on a la loi d'avenir, qui est intéressante aussi, qui s'appelle AAF, loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, mais ce n'est pas l'alimentation qui est devant. C'est noyé dans un fatras d'articles, etc. Il faut vraiment, c'est ça, c'est le b.a.-ba de la stratégie, vous définissez des priorités bien visibles par le citoyen et le consommateur, et puis derrière, vous déroulez des actions qui doivent être évidemment multisectorielles, par définition. Voilà, il faut décloisonner aussi. Bon, ça, c'est la question de l'alimentation au gouvernement, à Paris. Mais dans les régions aussi, dans les départements. C'est saucissonné entre plusieurs services, plusieurs administrations centrales, etc. Rarement, il y a des comités de coordination, etc. Ils ne fonctionnent pas. Parce qu'on se retrouve toujours dans les querelles de territoire. Là aussi, il y a des citadelles à défendre et on est peu opérationnel. Il faut vraiment revoir l'organisation au service de grands objectifs, alimentation durable, mais on peut faire la même chose en logement, etc. Et toutes les forces administratives doivent être dirigées vers cet objectif. On est loin de ça, on fait quelques progrès, mais timides. Et enfin, pour tous, je termine par ça, la spécificité de l'alimentation. Un aliment, ce n'est pas une paire de chaussettes. On ne peut pas faire le même système de production, le même système de commercialisation sur un aliment qui a une nature biologique, qui a une nature psychologique et sociale que ce qu'on pourrait appliquer à d'autres biens de grande consommation. Les lessives, tout ce que vous voulez. Pas du tout la même chose. Les contenus, tous les attributs, ce qu'on appelle les attributs du produit, sont très différents. Donc il y a le marché, on est en économie de marché généralisée, il ne s'agit pas de revenir à la planification centrale soviétique qui a complètement échoué. On reste sur le marché, mais on corrige les distorsions de marché, les externalités négatives du marché par l'environnemental et le social. Bon, il y a une grave question d'éthique alimentaire, c'est-à-dire qu'en effet de déficit de moyens publics, aujourd'hui le contrôle de qualité, etc., c'est la responsabilité des entreprises. Donc les possibilités de fraude sont énormes. Donc il faut réfléchir à ça. Peut-être en développant un peu plus de RSE et d'éthique, etc. Je termine par le CERF, que j'aime beaucoup, un collègue de l'Institut Pasteur, parce qu'il définit bien le caractère de l'alimentation. Bon, se nourrir, c'est basique, sinon on est mort. Se réjouir, ça c'est l'aspect convivialité et plaisir. La deuxième diapo sur les 5 sens, c'est l'organoleptique. Et puis se réunir, ça c'est très important. Vous savez que dans l'obésité, il y a la question des maladies d'origine alimentaire. Il y a la question de la pauvreté. On n'a pas d'argent, donc on n'a pas accès à une... Et la deuxième question, c'est quoi? C'est la solitude. C'est-à-dire que les repas sont pris en solitaire. Ça, c'est une catastrophe, vous diront tous les nutritionnistes. Merci de votre attention.